Bonsoir à tous. Je pense qu'on va ouvrir le dernier atelier de l'après-midi. Donc, je vais inviter le président de la Chambre de commerce, Jean-Robert Jacquemart, à ouvrir cette séance. Merci, Monsieur Bertrand Vincent. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre Chambre de commerce et d'industrie à l'occasion de la première édition de ce mois du numérique, les digiteurs en Seine-et-Marne, que j'ai l'honneur, le plaisir ce soir d'ouvrir officiellement en votre compagnie. Le mois du numérique, c'est une opération entièrement imaginée et portée par les chambres de commerce franciliennes, reposant sur le programme régional Les Digiteurs de la Chambre de CCI Paris-Île-de-France et déclinée librement dans chaque territoire durant tout le mois de juin. L'objectif global qui modifie cette initiative et implique l'ensemble des chambres de commerce, c'est d'aider les entreprises, nos entreprises, à réussir leur transformation numérique. Si nos chambres investissent volontairement et fortement sur le terrain du numérique, c'est que l'enjeu est majeur pour toutes nos entreprises, petites et grandes, pour assurer le chiffre d'affaires, la croissance, la compétitivité et donc sa pérennité. Le chef d'entreprise aujourd'hui ne peut plus rester en marge du numérique, c'est une question de survie. Après cette révolution numérique, c'est toute notre économie traditionnelle qui se trouve en pleine transformation. La nouvelle économie est déjà en marche pour prendre le relais. Un quart de la croissance mondiale est actuellement portée par l'évolution de l'offre numérique. Oui, j'ai bien dit en marche, aucun rapport avec un certain mouvement. Cette révolution n'est pas que technologique, elle est aussi organisationnelle. Tous les process et les fonctions de nos entreprises sont impactés par le numérique. La comptabilité, les ressources humaines, la communication, le marketing, la production. De même, les interactions d'entreprise avec l'environnement la poussent sans cesse à s'adapter et à passer au numérique. L'administration même s'y est faite. Déclaration, fiscalité, déclaration des impôts, tout se fait en ligne maintenant. Les clients, les fournisseurs, la facturation électronique, le public, communication sur Internet et les réseaux sociaux. Pour se préparer et faire face au mieux à cette évolution vers le numérique, le chef d'entreprise peut compter sur la Chambre de commerce. À travers la marque régionale Les Digiteurs, c'est tout un programme d'appui qui est proposé par la Chambre. Grâce à un subventionnement européen sur 3 ans, un fonds FEDER qui couvre à peu près 45% du budget, le budget global, c'est 2,5 millions d'euros, qui va faire l'objet de cette opération. Nous allons pouvoir, grâce au fonds FEDER, déployer et mettre en œuvre plusieurs actions visant 2 objectifs. En premier lieu, sensibiliser les entreprises au numérique par une information accessible à tous, gratuite, pédagogique et bien évidemment disponible en ligne sur le site Les Digiteurs. Le site, c'est lesdigiteurs.fr. Et sur celui de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne, site que je vous invite à consulter. En second lieu, fournir des solutions concrètes à travers des diagnostics gratuits d'une demi-journée assortis de recommandations sur la stratégie digitale des entreprises et des accompagnements conseils personnalisés réalisés dans les entreprises. C'est aussi grâce à ce financement européen que notre Chambre a pu recruter un conseiller numérique dont la mission consiste précisément à accompagner nos entreprises seine-et-marnaises dans toutes les étapes de leur transition vers le digital. Il s'agit de Jacques Tech. Il est là. Il est en interview, il va venir. Il est à votre écoute pour tous les besoins, quand il n'est pas en interview. N'hésitez pas à le solliciter, il se présentera tout à l'heure à vous. Rendre accessible le numérique aux chefs d'entreprise, c'est la manière la plus opérationnelle qui soit, c'est le fil rouge, vous l'aurez compris, qui va soutenir notre programme d'action. Nous avons en effet voulu construire un dispositif adapté aux entreprises seine-et-marnaises et nous adresser aussi bien aux porteurs de projets qu'aux créateurs et jeunes dirigeants, avec les ateliers thématiques comme ceux qui vous ont été proposés cet après-midi sur la pertinence numérique dans la création de son activité et le montage de son business plan. Les dirigeants des TPE-PME, hors commerce tourisme, sont également concernés par le programme de notre mois numérique en Seine-et-Marne, avec des rendez-vous sur des sujets qui sont plus spécialement dédiés, comme la conférence qui suit dans quelques minutes consacrée à l'usage du numérique au service de la stratégie marketing de l'entreprise.
Cette conférence qui ouvre notre premier mois numérique fait intervenir des experts, mais aussi des dirigeants qui vont témoigner de l'apport du digital dans le développement de leurs entreprises. Pour poursuivre cette belle lancée du numérique, je vous donne déjà rendez-vous pour les 2 prochains temps forts de ce mois de juin. Jeudi prochain, le 22, une table ronde sur l'utilisation du big data pour valoriser son business. Et le mercredi 28 juin, une autre table ronde sur les services du cloud computing pour les PME. Enfin, cette grande soirée du numérique est également pour moi l'occasion de lancer avec vous la 5e édition des challenges numériques de Seine-et-Marne. Pour cet appel à projet qui a pour but de promouvoir et de récompenser les meilleures innovations départementales en matière d'usage numérique, nous faisons de nouveau équipe avec Seine-et-Marne Développement dans le cadre de notre programme commun Digital 77, accompagnement de la filière numérique. Vous avez un projet d'entreprise ou une activité intégrant une solution digitale innovante, faites-la connaître. Candidatez, vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous inscrire auprès de la Chambre de commerce. Pour la remise des prix qui se fera ici même à la Chambre de commerce, la remise des prix aura lieu le 16 novembre prochain. Nous sélectionnerons 10 projets qui feront l'objet d'un vote électronique du public en direct, venant récompenser les 3 projets les plus originaux et les plus convaincants. Je vous invite d'ailleurs à jeter tout à l'heure un œil sur les positions permanentes vidéo qui se trouvent dans le hall d'accueil, où vous pourrez découvrir les 10 projets qui ont été mis à l'honneur l'an dernier pour ces challenges. D'avance, je souhaite bonne chance aux futurs candidats. J'espère que les ateliers et les échanges auxquels certains d'entre vous ont déjà participé cet après-midi vous auront été profitables et surtout vous auront permis d'apprécier tout le dispositif d'accompagnement qu'une chambre est capable de vous apporter dans la réussite de ce challenge qui est la transformation digitale. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un bon mois numérique aux côtés de la Chambre de commerce. Et je vous remercie de votre attention. Et donne la parole à Bertrand Vincent, le directeur du développement des entreprises pour la suite du programme. Merci, Président. Donc, pour les challenges numériques, vous avez Corinne d'Oliveira qui pilote ce projet. Et il y a d'ores et déjà, je pense, dans l'assistance des projets qui pourraient être présentés à l'édition 2017. Donc, pour notre conférence ce soir, comme l'a exposé le Président, on s'appuie à la fois sur des experts et sur des témoignages d'entreprises qui ont pu mettre en situation les outils et faire émerger rapidement, dans le cadre de Julien Le Goff, une activité. Julien Le Goff, donc ça sera notre témoin de ce soir en tant que créateur d'entreprise. Il a créé une société qui s'appelle Bobiclou, installée sur le Val d'Europe, qui loue, vend et répare des vélos électriques. Et il va vous témoigner de son parcours et des usages numériques qui font son succès aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons deux experts. Nous avons Julien Bréal, qui représente la société Digister, qui, eux, ont pour 2 ans d'antériorité, qui est fondateur, et qui ont pour objectif d'accompagner les entreprises à aller chercher des clients via les réseaux sociaux, le référencement. C'est-à-dire lancer des filets sur les réseaux sociaux et sur le web pour aller chercher les futurs clients de l'entreprise. Donc ça, c'est l'expertise de Digister. Donc c'est un angle d'attaque, je dirais, en matière de stratégie digitale. Et ça, on verra l'importance de se doter d'une stratégie digitale, non pas one shot, mais à long terme. Et vous avez donc Félix Lapoussière, qui est une société qui est installée aussi à la Pépinière et qui est exposant dans le hall au vocable de Woptimo, et qui, lui, a créé une société qui s'appelle Influence, et qui travaille avec les blogueurs et les journalistes. L'objectif est d'aller chercher des ambassadeurs sur le web pour promouvoir vos entreprises. Voilà. Donc deux expertises qui émergent de ces acteurs du numérique qui sont en capacité d'accompagner le développement de vos entreprises. Donc je donne la parole à Julien Bréal. Ok, donc je vais essayer de présenter en 10-15 minutes, de faire un point où on en est en fait sur le digital.
Une chose que vous devez comprendre, c'est qu'on est passé de la transaction à la conversation aujourd'hui avec Internet. Vous devez le voir aujourd'hui, vous devez déposer des messages sur des posts Facebook, vous répondez par des tweets, vous laissez des commentaires un peu partout, vous regardez les avis sur TripAdvisor, sur différents sites Internet. Aujourd'hui, les gens veulent converser et vous voulez aussi converser avec les marques. Donc s'il y a une chose qui a changé, c'est bien ça, c'est qu'on ne veut plus simplement avoir une publicité à la télévision qui va nous dire d'acheter un produit et on va aller directement aller en magasin. On veut plus que ça, on veut converser avec les marques. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Internet est saturé aujourd'hui. Regardez votre fil d'actualité Facebook, vous pouvez descendre autant que vous voulez, vous aurez toujours des posts. Toujours, toujours. Et tout est comme ça. La problématique pour les entreprises, c'est à travers ça, c'est d'arriver à capter l'attention de l'internaute et de sa cible. La problématique pour les entreprises, c'est que n'importe qui peut créer une page Facebook. Là, je prends juste l'exemple d'une page Facebook. Un enfant de 13 ans peut créer une page Facebook et dans 6 mois avoir 1 million de fans. Alors qu'une entreprise va être bloquée à 2 ou 3 000 fans. Et ça, c'est une problématique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette infobésité, c'est comment l'entreprise peut arriver à sortir du lot. Autre point à comprendre, c'est que l'entreprise est devenue un média. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de créer du contenu aujourd'hui, que ce soit de la photo, de la vidéo, des articles de blog. C'est essentiel si vous voulez capter l'attention de votre cible. L'autre point, et là je parle plus aux entreprises qui ont déjà créé du contenu, c'est d'arrêter de créer du contenu à l'aveugle. Pendant des années, on vous a dit qu'il fallait créer un blog juste pour du référencement naturel. Et donc les entreprises ont commencé à créer des articles de 300 mots. Le problème, c'est que vous mettez simplement 1 heure à rédiger votre article, vous le publiez. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Rien du tout. Parce qu'en fait, l'article que vous écrivez est absolument pas intéressant et il n'aide absolument pas votre audience dans sa vie au quotidien. Donc vous devez réfléchir à une stratégie digitale qui aide vraiment votre entreprise à trouver des clients. Dans cette question de dire quel contenu je vais créer, en fait, la réponse elle est assez simple. C'est de créer du contenu qui aide les gens. Regardez le contenu que vous consommez. Quand vous allez sur YouTube et vous regardez des vidéos, elles vous aident d'une certaine façon. Certaines pour faire des recettes, d'autres parce qu'elles vont vous divertir. Et donc, il faut que vous vous mettiez à la place et que vous ayez un peu d'empathie par rapport à votre cible, mais vous devez créer du contenu qui va les aider véritablement. Si vous regardez il y a 10 ans le site de Marmiton, on lisait la recette. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Marmiton qui nous explique en 1 minute 30 comment faire la recette. Ils n'ont pas changé leur métier, ils ont juste adapté les supports. Vous devez faire la même chose. Alors, 2 opportunités dans votre stratégie digitale. Moi, ce que je vois en fait régulièrement, c'est qu'il y a 2 points en fait qui sont sous-estimés par les entreprises. Et même si vous êtes tout petit, vous êtes tout seul, ou que vous soyez une entreprise d'une certaine taille, c'est ces 2 points qui sont essentiels. La première, c'est la recherche d'informations. En fait, vous ne prenez pas le temps d'étudier votre cible. Et pourtant, ce qui est incroyable avec Internet, c'est que tout est là. Vous pouvez trouver le prénom des enfants, vous pouvez savoir la naissance d'un enfant, vous pouvez savoir quand les gens sont partis en vacances. Vous avez des informations incroyables que vous pouvez utiliser pour une entreprise. Et en fait, on sous-estime le temps qu'on doit passer à comprendre l'audience. Et quand je parle d'empathie, je suis hyper sérieux là-dessus, c'est que vous manquez vraiment d'empathie quand vous créez du contenu. Et du coup, vous devez vraiment vous mettre à la place de votre futur client et de vous dire quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les recherches qu'il va faire pour me trouver. Donc la recherche d'informations, ce temps-là peut être long. Ça peut prendre, en général, chez nous, on prend 3 semaines pour faire une recherche approfondie de la cible et pour apporter énormément d'informations au client en disant on connaît bien mieux votre client que vous, ce qui est là vraiment un problème. Mais vous devez vraiment prendre le temps de bien connaître. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la promotion de votre contenu. Je vous l'ai dit en introduction, Internet est saturé. Quand vous créez un contenu, et pour vous donner un chiffre très concret, il faut que vous passiez 20% de votre temps, imaginons que vous créez un article de blog, passez 20% de votre temps à faire des recherches sur le sujet et à le rédiger. Et ensuite, 80% de votre temps, vous allez l'utiliser pour le promouvoir, pour le partager. Que ce soit par de la publicité, soit par des mails, peu importe la façon, mais il faut le promouvoir en continu sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon votre contenu. Et la problématique, elle est là, c'est que vous publiez votre article et vous arrêtez. Vous publiez votre vidéo sur votre page Facebook et vous arrêtez. Non, il y a un vrai travail, il faut qu'il y ait les gens qui peuvent être intéressés par votre contenu puissent le voir. Et donc, il faut leur parler directement, il faut les toucher de différentes façons. Donc, la promotion, ça prend du temps. Et donc, il faut prendre ce temps-là de faire connaître votre contenu. Alors, je vais vous donner des exemples tout simples. Voilà, c'est une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Narimen, qui vend des services pour les hommes et les femmes qui ont besoin de conseils pour se vêtir.
Elle avait une problématique, c'était de trouver de nouveaux clients. Elle avait un blog. Idée toute simple, j'ai fait 2 choses. J'ai rédigé des articles, mais des articles plus poussés avec des vrais conseils. Et ensuite, on a mis en place une newsletter pour capter les mails. Et après, on avait automatisé les mails avec plein de petits conseils, avec plein de petits mots sympas dans les mails. Elle a augmenté son trafic de 30%. Et 6 mois après, en moyenne, elle a entre 1 et 2 nouveaux clients par mois. Ça paraît pas grand-chose, mais pour elle, ça a changé sa vie. Autre point sur la promotion de contenu. Là, c'est une autre entreprise, c'est le Musée de l'Homme, qui a lancé il y a quelques mois une nouvelle exposition qui s'appelle Nous et les autres, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. On a poussé de la publicité par Facebook. Là, on a touché 300 000 personnes touchées avec 1 000 euros. Avec 1 euro, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec 1 euro, on peut toucher 300 personnes. Si vous ciblez bien, si vous savez à qui vous parlez, ça a un impact derrière pour eux en termes de nombre de personnes qui viennent à l'exposition. Petit point sur quel support choisir. En fait, il y a 2 choses. Vous savez, il y a une problématique chez les entreprises, c'est que il y a 2 choses, c'est que premièrement, on leur a vendu la visibilité pendant des années. Pendant des années, on leur a dit, mais il faut être partout. Soyez sur Facebook, soyez sur Twitter, Instagram, créez votre site internet partout, il faut que vous soyez visible. En fait, c'est des bêtises. Pourquoi c'est des bêtises? Alors, généralement, j'ai un graphique, je vais revenir après là-dessus. Ouais. Vous voyez pourquoi c'est une bêtise? Que si vous regardez ici les chiffres en France, ici en bleu, c'est le nombre de millions d'utilisateurs actifs par mois. Et ben, si par exemple, j'en sais rien, j'ai un restaurant, ici j'ai 11 millions de personnes. C'est largement suffisant pour faire venir des gens, développer ma notoriété et faire en sorte que mon restaurant soit rempli en permanence. Si j'ai une page Facebook, c'est largement suffisant. J'ai 31 millions de Français qui sont dessus. Pourquoi être partout? C'est pas nécessaire. Et l'apprentissage, connaître, savoir faire le bon contenu, ce genre de choses, c'est un apprentissage qui est très, 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 très long. Donc quand vous posez la question quel support choisir, d'abord vous allez réfléchir à quelle est votre cible et où elle peut être, mais surtout vous allez être pragmatique, vous n'allez pas chercher à être partout. Concentrez-vous sur 1 ou 2 supports, ce sera largement suffisant pour développer votre entreprise. Alors, je reviens du coup un tout petit peu en arrière. Donc choisir le nombre de vos canaux selon vos ressources humaines. Un point qui est important, c'est un peu les mauvaises idées qu'on a en début d'année avec les bonnes résolutions. Vous savez, en début d'année, on se dit cette année, je vais m'améliorer en anglais, je vais aller faire du sport 2 fois par semaine, et puis je vais lire 1 livre par mois. Puis au bout de 15 jours, il ne reste plus rien. Et bien en fait, là, c'est la même chose, il faut être hyper pragmatique. C'est quelles sont les équipes? Est-ce que vous avez des gens qui sont dédiés à ça? Si c'est vous, vous êtes tout seul, combien d'heures vous pouvez, combien d'heures vous avez pour faire ce travail-là? Si vous avez que 2 heures, c'est pas grave, vous avez que 2 heures, eh ben vous avez une page Facebook et prenez ces 2 heures pour commencer à communiquer et envoyer du contenu. Donc commencez par le temps disponible, par vos ressources humaines et financières. C'est important parce qu'en fait, vous allez vous noyer, vous allez avoir rien qu'une page Facebook et un compte Instagram. Je peux vous dire, je vois régulièrement des entrepreneurs qui ont cette problématique en disant « je suis partout, j'ai pas le temps ». C'est normal. Autre point qui est souvent oublié, si vous voulez savoir où sont les gens sur Internet, allez leur parler. C'est tout bête. Soit vos clients, soit vos prospects, allez leur parler, allez boire un verre, un café, allez les rencontrer. Ça se trouve, ce soir, il y a des potentiels clients. Ce soir, il y a des cibles. Moi, il m'arrive, de temps en temps, je prends le bus et il m'arrive de parler à des jeunes de 14-15 ans parce que j'ai un client et c'est sa cible et j'essaie de les comprendre. Il faut aller parler à vos clients, peu importe la façon, allez les voir. C'est eux qui vont vous donner les réponses. Ce n'est pas vous qui aurez les réponses dans votre tête. Vous allez gagner beaucoup de temps si vous prenez le temps de leur parler. Autre point, il faut être agile. C'est-à-dire que si, par exemple, ça fait 6 mois que vous animez votre blog et qu'il ne se passe rien, passez à autre chose. Peut-être que vous êtes trompé, ce n'est pas la bonne chose, mais il faut être agile, il faut tenter, il faut tester. Un point qui est important, qui a changé aujourd'hui dans le marketing, c'est que le web marketing, c'est de l'A/B testing en permanence. On teste, on n'est jamais sûr de rien. En vérité, quand on parle d'experts, il n'y a pas d'expertise. Les entreprises qui réussissent, c'est celles qui sont hyper agiles, qui testent en permanence des nouvelles choses. On voit que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on continue, on avance. Dites-vous une chose, c'est que vous devez tester en permanence tout ce que vous faites. Et si ça ne marche pas et que vous n'avez pas de résultat, changez, testez autre chose. Autre point qui est important, et je crois que j'ai quasiment terminé, je prends l'exemple d'Instagram. Comment faire pour augmenter son nombre d'abonnés? Hyper simple, soyez impliqués. Les likes, ce n'est pas suffisant. Mettez des commentaires, envoyez des messages privés aux gens, parlez aux gens, aidez-les, donnez des conseils. Il faut parler, il faut être impliqué, c'est comme dans la vie de tous les jours.
C'est comme vos amis. À un moment donné, quand vous appelez plus vos amis, vous leur envoyez pas de message, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne viennent pas vous voir ou qu'ils ne vous suivent pas. Et ben, c'est la même chose. Vous devez être impliqué. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas plusieurs réseaux sociaux. Si vous n'en avez qu'un seul ou deux, il faut que vous soyez impliqué, il faut y aller un petit peu tous les jours, envoyer des messages, répondre, partager de l'information, c'est important. L'objectif d'une entreprise, au final, c'est quoi? C'est une communauté de gens qui partagent les mêmes valeurs. Et prenez toutes les entreprises, que ce soit Apple, Nike ou même des plus petites entreprises, les gens partagent des valeurs. Votre objectif, que vous soyez petit, moyen ou grand, c'est de créer une communauté qui vont partager des valeurs. Et ça, c'est votre travail de développer des communautés. Et puis j'ai terminé pour moi. Merci. Alors, en fonction des supports et, je dirais, et des secteurs d'activité, comment on peut... Bon, moi, j'ai bien une petite idée, par exemple, entre LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Hein, on a, par exemple, constaté que certaines entreprises dans les domaines professionnels, LinkedIn, c'est un vrai support. Hein, pourquoi? Parce qu'ils vont toucher une communauté. Par exemple, on a une entreprise ici qui a formé ses collaborateurs sur LinkedIn pendant 2 jours. Quand je les ai vus réserver la salle à la Chambre de commerce avec un expert pour 10 collaborateurs, société PSA, et formé, qui est une société qui travaille dans le catering aérien, qui fournit les aérosols. Vous voyez, quand on prend l'avion pour les insecticides, ça m'a surpris, vous voyez, d'investir 2 jours hommes de formation pour le quart de l'entreprise sur LinkedIn. Mais c'est un vrai levier, hein, parce qu'ils vont toucher effectivement tous les acteurs des airlines, ils sont sur LinkedIn. Et effectivement, eux, ils ont trouvé la voie via LinkedIn pour développer leurs contacts, hein, et leurs prospects, leur business, grâce à ce support-là. Après, on a d'autres médias. Hein, par exemple, on reçoit tous des SMS, hein, par rapport à des offreurs de solutions locales. Et moi, le premier, je me suis fait embarquer. Qui allait acheter... on reçoit tous de chez Leroy Merlin, si on est client de Leroy Merlin, hein, des SMS, et ça marche. Hein. Donc, quel conseil vous pourriez donner ou quelle orientation vous pourriez donner en fonction de ces différents supports et au regard des activités, hein, puisqu'il y a des activités B2B, B2C. Hein. D'accord. La question est très large, donc c'est pas simple. Mais non, en tout cas pour PSA, c'est très malin, il n'y a rien à dire. Bien sûr qu'il faut former les salariés. Les gens en soi ne sont pas intéressés par les entreprises, elles sont intéressées par les individus en fait. On se connecte avec des individus. Quand on va signer un contrat, on va le signer parce que la personne qu'on a en face, on a confiance en elle. Donc c'est très malin de leur part de former les employés, c'est eux qui sont ambassadeurs. Et après, c'est un peu étape par étape. En fait, il y a 2 choses qui comptent dans une entreprise. Je ne sais pas vraiment si je vais répondre à la question. En fait, il y a le fait de vendre et de faire grossir l'entreprise et le chiffre d'affaires. Et il y a un deuxième point qui est souvent oublié, sûrement en France, qu'on n'a pas du tout la culture du marketing, mais c'est l'image de marque en fait. Et ce qui est un point qui est important en fait sur Internet, c'est d'avoir une image de marque. Et quand vous êtes sur LinkedIn par exemple, et quand vous communiquez, ce qui marche vraiment, c'est quand vous communiquez en votre nom. C'est quand vous partagez de temps en temps des photos, vous présentez votre aventure entrepreneuriale, que vous faites des salons, ce genre de choses, et vous partagez du conseil. Ça intéresse les gens en fait. Ça intéresse assez peu la page entreprise qui partage son actualité, l'autopromotion. Les gens, ça ne les intéresse pas du tout. Et on est tous pareils. Donc après, en fait, ça dépend vraiment de... Forcément, si on est dans le B2B, clairement, il y a une opportunité incroyable encore sur LinkedIn. C'est sous-utilisé aujourd'hui. Et je vous invite à n'importe qui, même si vous avez une toute petite entreprise et que vous vendez un service, c'est d'y aller, c'est d'apporter du conseil. Et il y a tout ce qu'il faut pour communiquer. Après, ça va vraiment dépendre du marché et de l'audience. Je peux pas... Voilà, c'est un peu une réponse... On peut constater aussi sur les médias sociaux, c'est que nos propres clients sont des super promoteurs d'entreprise. Et comment on peut y arriver? En fait, quand vous montez une entreprise, vous la montez jamais par hasard en fait. C'est-à-dire que les clients vous ressemblent forcément un petit peu. Donc, du coup, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en effet, les clients peuvent être ambassadeurs à partir du moment où vous créez du bon contenu. Regardez, quand vous regardez votre fil d'actualité à 18h ou 19h, vous avez des posts Facebook avec énormément de commentaires et énormément de partages.
C'est volontaire, c'est l'algorithme de Facebook qui fonctionne comme ça, et que certains contenus, il les fait remonter. Pourquoi ? Parce que simplement, le contenu qui a été créé auprès de cette audience-là, eh ben, l'entreprise a très très bien compris quel contenu les gens aiment consommer, partager et commenter. Il faut penser à ça, en fait. C'est que je lisais un article ce matin de c'est quoi le rôle en fait d'un marketeur, et le rôle d'un marketeur, c'est juste d'aider en fait, c'est d'aider ses clients par son produit ou par son service, et au quotidien dans sa communication, c'est d'apporter du conseil, et c'est juste ça en fait. Et en fait, pour vous qui travaillez dans les entreprises ou qui montez votre entreprise, c'est la seule chose, c'est comment je peux aider les gens au quotidien à travers mon produit ou mon service, et à chaque fois que je vais partager quelque chose sur Internet, en quoi ça les aide vraiment. Et si ça les aide, ils vont être impliqués et peut-être demain, ils vont acheter. Donc pensez à ça, c'est comment je peux aider les gens. Merci. Certaines questions à poser ? Oui, parfois, à partager du contenu, on a un peu cette impression de vendre notre produit moyennant non-finance, du coup. Surtout quand on travaille dans le conseil. Du coup, est-ce que à cette question-là, il faut amener une barrière ? Est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire, ok, peut-être que cette information-là, je la partage pas parce que elle est trop importante, elle est trop basique dans mon business, ou alors non, au contraire, il faut y aller sans se poser de questions, et au contraire, la notoriété qu'on va chercher va amener le business qu'on recherche. En fait, sur Internet, il y a un peu une théorie, c'est la théorie des 3%. C'est de dire qu'en gros, si tu prends ta communauté, il y aura que 3% de ces gens-là qui seront tes clients. Donc, et ensuite, sur l'idée de j'ai une information qui est plus importante, ou ce genre de choses, honnêtement, on est plus dans le monde aujourd'hui de la transparence. Et en fait, en soi, une idée n'a aucune valeur. Ce qui va compter, en fait, ça va être l'exécution. Donc même si tu as une idée et que tu te dis si je la partage, on va me la voler, ça arrivera jamais. Au contraire, plus tu es transparent. Après, je peux donner plein d'exemples d'entreprises qui sont hyper transparentes. Alors, peut-être qu'elles ne vous parlent pas. Elle s'appelle Buffer, c'est une entreprise qui a un logiciel et qui permet de programmer ses messages sur les réseaux sociaux. Ils disent le salaire de tous les... Tu vas sur le site internet, tu as accès au salaire de tous les salariés, et ils ont même un outil en fait, qui te permet de calculer, si tu rentres chez Buffer, combien tu seras payé. Et ils expliquent pourquoi. Et ils sont hyper transparents. Et c'est une boîte qui a 60 salariés et qui bosse avec des salariés qui vivent en Inde, qui vivent en Afrique, qui vivent aux États-Unis, dans différentes villes. Et ils sont hyper transparents. Donc après, ça dépend, c'est une question de stratégie. Tu n'es pas obligé d'être totalement transparent. C'est une question de vision, en fait, de ton entreprise. D'autres questions ? On passe la parole à Félix. Alors moi, je vais revenir, c'est un peu la suite de la conférence que j'ai fait tout à l'heure, d'expliquer le pôle, la partie notoriété. On expliquait, nous, l'agence, elle n'est pas née par hasard, elle est née il y a 1 an et demi. On travaillait pour pas mal d'acteurs en marketing, on était en conseil, on accompagnait nos clients et on a constitué un réseau de blogueurs, d'influenceurs avec qui on travaillait sur, au départ, un objectif simple qui était l'objectif SEO. Je parlais des liens, on achète des liens pour nos clients, on met en place des actions pour obtenir le plus de liens possible pour nos clients. Et on s'est aperçu qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, qu'il y avait un secteur à prendre. C'est un secteur qu'on développe aujourd'hui. On développe notamment parce qu'on vient de terminer une levée de fonds pour développer un outil qui va nous permettre d'apporter un peu de technologie à notre conseil et surtout de travailler autour de la data. C'est quelque chose que nous, on aime bien et qui est un point essentiel chez nous. C'est comprendre les données des influenceurs pour l'utiliser dans les campagnes de nos clients. Donc là, je vais vous présenter brièvement ce qu'est le marketing d'influence et comment on peut l'utiliser en tout cas à tous les secteurs et à tous les types d'activités. Donc je donne des exemples de grosses entreprises, mais c'est aussi bien accessible pour des PME et des TPE. Donc rapidement, voilà, sur l'agence, aujourd'hui on est 3. Donc moi je m'occupe du développement. Il y a Lisa qui est embauchée chez nous. Je parlais tout à l'heure qu'on était tous des profils atypiques chez nous. Lisa est embauchée chez nous comme chef de projet parce qu'elle était blogueuse à la base. Elle a une formation universitaire, mais c'était plus son parcours de blogueuse qui nous permettait de l'embaucher. Elle savait parler aux blogueurs, elle savait parler aux clients, puisque les clients la contactaient en tant que blogueuse tous les jours. Donc elle savait ce qu'il ne fallait pas faire en tant qu'annonceur agence, mais elle savait aussi comment les blogueurs allaient réagir. Et Sébastien qui travaille avec moi depuis le début et qui est plus sur la partie données.
Donc en termes de clients, voilà, quelques gros clients du Carrefour Voyage, du Tollens, Ada, Packing, qui sont des grosses startups ou des grosses multinationales, mais on a aussi des très petites PME. On travaille pour l'Atelier du Cap, qui est une startup qui est à la Pépinière de Champs, voilà, qui a un tout petit CA, qui a des tout petites actions, et avec qui on développe leur activité. Alors, l'influence. L'influence, c'est un processus par lequel une personne fait adopter un point de vue par une autre. L'influence opère une inflexion. Celui qui aurait pensé ou agi autrement s'il n'était pas influencé se dirige dans le sens souhaité, souhaite l'influence de façon apparemment spontanée. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est que nous, on travaille sur des actions qui doivent être spontanées. Quand on travaille avec un influenceur, il faut que ça paraisse spontané. Ça va dépendre des actions. Il y a des actions qui ne sont pas très spontanées, surtout sur ce qu'on appelle, nous, les influenceurs télé-réalité. C'est des choses qui ne sont pas du tout spontanées. On se prend en photo avec une boîte de vitamines. Ça, c'est pas spontané. Ce qui est spontané, c'est trouver un ambassadeur qui va représenter votre marque, parler à votre public. Donc, c'est nous ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vraiment trouver cet ambassadeur qui va pouvoir parler à votre public quand vous, au final, vous n'y arrivez peut-être pas. Lui va peut-être mieux y arriver que vous. En tout cas, de manière plus rapide. Quelques chiffres sur l'influence. Alors, on nous demande beaucoup de chiffres, beaucoup de ROI. C'est des chiffres dont on a déjà parlé, donc c'est très bien. 83% des internautes déclarent être irrités par la publicité en ligne. Un quart des Français utilisent des logiciels donc de type AdBlocks qui bloquent la publicité. Et aujourd'hui, un message a 10 fois plus d'impact lorsqu'il n'est pas promu par une marque elle-même, mais par un relais d'opinion humain. Donc ça, c'est des chiffres qui vont être essentiels dans la communication, c'est des choses qui vont évoluer. De plus en plus de gens vont utiliser par exemple des adblockers. Donc ça veut dire que les publicités qu'on voit sous système de bannière vont petit à petit disparaître, même s'il y a des solutions pour toujours les mettre en place. Je sais que j'ai même vu sur AdBlocks, avant quand vous utilisez AdBlocks pour bloquer les publicités sur les sites de presse par exemple, vous aviez un petit message, vous ne pouvez pas ouvrir ce site si vous utilisez AdBlocks. Et bien là, j'ai vu un message d'AdBlocks l'autre jour qui bloquait le message pour vous permettre ça. Donc au final, voilà, ils trouvent toujours une parade pour bloquer la publicité. Donc il faut trouver d'autres relais. Nous, le relais qu'on utilise, c'est ces influenceurs, ces blogueurs, et aujourd'hui un peu plus loin, même des journalistes. Donc qu'est-ce qu'un influenceur? Nous, on les a divisés en 4 parties. Alors, c'est plus en termes d'audience qu'on peut et en termes d'engagement. La star peut être l'influenceur star. Les influenceurs stars, on va parler de Cyprien, Norman et John Felix. C'est ce qu'on appelle des stars. La star peut être aussi la star de télé. L'ambassadeur, là, ça va être vraiment la personne qui va représenter, qui a une forte expertise sur un domaine et qui va être un leader d'opinion sur son domaine. À côté de ça, il y a l'influenceur un peu plus basique, qui a créé une communauté qui est suivi, qui est lu par les gens. Et le micro-influenceur, qui est pour moi le plus petit. Alors là, je ne vais pas parler de volume et de taille de communauté. Je sais que souvent, on parle des micro-influenceurs comme des gens ayant entre 10 000 et 50 000 personnes. Sauf que pour moi, ça n'a aucune valeur. Enfin, ça n'a aucune valeur. Ça va dépendre de la thématique. Si vous avez un expert du nucléaire, je ne suis pas sûr qu'il soit suivi par 50 000 personnes. Par contre, s'il est suivi par 100 chercheurs dans le nucléaire, c'est peut-être intéressant d'aller le voir si vous avez une solution qui touche ce domaine-là. Donc c'est plus par rapport au secteur d'activité. C'est pour ça que je classe par rapport à l'engagement. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir un nombre en volume d'engagement. Après, ce qu'il faut intégrer en tout cas, c'est le taux d'engagement par rapport à sa base à lui. Si une personne qui a 100 personnes le suivent et que ces 100 personnes réagissent, c'est quelqu'un qui est très intéressant à suivre. À côté de ça, une notion de budget. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va vous représenter. C'est un peu comme dans le domaine sportif, quelqu'un qui vous représente, on peut le rémunérer. La rémunération, le budget n'est pas quelque chose que seulement monétaire. Il faudra le prendre en compte. Ça peut être aussi de l'échange de produits, de l'échange de services. C'est quelque chose à prendre en compte. Mais si on demande à un influenceur, si on lui demande quelque chose de mettre en place avec une directive précise, obligatoirement, il vous demandera une rémunération. Parce qu'on lui demande quelque chose de précis. Par contre, si vous l'invitez à une soirée, vous ne demandez rien, vous l'invitez, vous lui faites présenter, là, il n'y aura pas forcément de rémunération. C'est ce qu'on appelle une invitation presse des plus classiques. À côté de ça, ces stars, ces ambassadeurs, ces influenceurs, c'est eux qui vont créer la tendance, la générer. Donc, c'est différents types. Le cool hunter, c'est celui qui va vraiment prendre la tendance, la générer. C'est lui qui va vraiment faire la tendance. Le leader d'opinion va diffuser une idée. Le early adopter, ça va être un des premiers à utiliser un produit, un service. Et le late adopter, c'est celui qui suit un peu la tendance, mais qui quand même la diffuse.
Donc à partir de ça, on a défini ce qu'étaient les influenceurs. À partir de là, vous allez choisir. Mais il y a un moment où il y a un autre choix à faire. C'est quelle plateforme et sur quelle plateforme on va vouloir travailler avec l'influenceur. J'ai un peu listé ce qu'on pouvait trouver, les blogs, avec les types d'actions qu'on pouvait faire. Des articles, des vidéos, des photos, le lien utilisé en SEO et l'affiliation, qui est un outil qui peut très bien fonctionner. On travaille avec pas mal de blogueurs sur ces solutions-là, alors notamment avec des régies dans l'hôtellerie. On a généré sur des tests, sur 2-3 pages où c'était mis en place, plus de 600 € de chiffre d'affaires, voilà, pour des clients. Donc c'est 600 € pour le blogueur. Donc imaginez le volume que c'est pour l'annonceur en direct. À côté de ça, vous avez des réseaux comme YouTube où là ça va être de la vidéo, des liens et de l'affiliation aussi. Il y a beaucoup d'affiliations sur YouTube, Facebook, un peu les mêmes principes. Instagram, photos, courtes vidéos, court texte, affiliation, Snapchat, le live où là voilà, on va avoir un live. Énormément d'affiliations sur Snapchat pour les gens qui l'utilisent. La raison est simple, il n'y a pas de système d'analytics sur Snapchat qui sont mis en place. Il n'y a pas d'outils qui nous permettent de suivre, à part suivre le nombre de vues qui va être envoyé par l'influenceur, mais il n'y a pas d'outils comme un Google Analytics, comme les stats de Facebook. En tout cas, pas encore. Donc c'est pour ça que certaines régies utilisent l'affiliation, puisqu'en donnant un code d'affiliation, notamment Uber, c'est leur grand jeu de donner des codes à tous des influenceurs, permettent de suivre un peu les retours sur investissement de ces campagnes-là. Et à côté de ça, Twitter, bien sûr, avec les statuts sponsors, le partage d'articles et l'affiliation. Donc ça, c'est ce qu'on peut mettre en place en fonction des plateformes. Il va falloir le définir. Maintenant, on va regarder les avantages et les KPI du marketing d'influence. Les avantages, ça va générer des publications, des mentions, des nouveaux prospects, des nouveaux fans, des meilleures positions dans les SERP. Les SERP, c'est les résultats de recherche dans Google. Vous tapez un mot-clé, vous avez la liste des 10 résultats sur le nombre de pages qui sont possibles. Du reach, de l'engagement, du trafic, du contenu, des ventes, du temps et de la flexibilité. Du temps parce que, au final, c'est peut-être, ce travail d'ambassadeur, c'est plus vous qui le faites, c'est des gens qui le font pour vous. Donc c'est peut-être du temps que vous allez gagner à pu faire ce travail-là aussi, vous concentrer sur votre métier. Alors, comment travailler avec les influenceurs? On reprend tout ce qu'on a dit, on revient un peu au début. Il va falloir définir la cible et les objectifs. Qui est-ce que je touche et pourquoi je les touche? Est-ce que c'est du B2B, du B2C? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Est-ce que c'est des femmes, des hommes? Est-ce que c'est des gens qui sont à l'université? Est-ce que c'est des gens qui travaillent? Ça, il va falloir le définir. À partir de là, on va commencer à sélectionner les influenceurs. Il faut définir un budget et un dispositif. On ne va pas voir les influenceurs en disant « je veux que vous travaillez pour moi ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut arriver avec une idée, un concept, une stratégie ou un événement. On travaille sur différents événements pour nos clients, qu'on conçoit de A à Z un événement pour le client pour attirer les influenceurs. L'événement peut être numérique ou dans la vraie vie, bien sûr. Après, il faut choisir les influenceurs. Alors pour ça, on a différentes solutions. Nous, on travaille en agence. On a un outil qui va nous permettre, donc pour l'instant qui est interne, qui est utilisé par nos chefs de projet, qui va être ouvert à nos clients, de sélectionner en fonction des différentes étapes qui sont mises avant, de sélectionner le meilleur influenceur pour votre stratégie. Donc on sélectionnera les différentes stratégies, si c'est du SEO, si c'est de la notoriété, si c'est du social, et à partir de là, choisir le meilleur influenceur. Le meilleur influenceur n'est pas forcément celui qui a la plus grande nombre de bases de fans, c'est faux, et ce n'est pas forcément celui qui est le moins cher non plus. Il faut trouver un certain équilibre en termes de résultats. Et après, une des choses essentielles, c'est de suivre votre projet. Votre projet va vivre, la relation avec l'influenceur, elle va vivre. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas quelque chose qu'on va... On fait une fois, on envoie notre produit à l'influenceur, il nous écrit son article, on lui dit merci et c'est fini. C'est une relation qui va se mettre sur du long terme et qu'il va falloir suivre. Il va falloir suivre les résultats de ses fans, comment les gens réagissent, quels sont leurs retours, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Il faut le mesurer et l'analyser sur le long terme. Un partenariat avec un influenceur, ça va vivre sur du très long terme. Si c'est un article de blog, l'article de blog va vivre jusqu'à temps que le blog meure. Donc voilà, ça peut vivre pendant des années comme ça, donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Ce sera intégré chez nous dans un outil pour suivre vraiment sur le long terme ce type de campagne. Voilà. À partir de là, on peut commencer à travailler avec les influenceurs. Les erreurs, alors on les a tous faites. Même nous en agence, ça nous arrive de temps en temps. On est pris dans le rush, on a besoin de travailler vite. Il nous faut quelqu'un. On ne va pas se concentrer sur une seule action. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce qu'on publie une fois et qu'il n'y a pas de retour que personne veut entendre parler de vous. Vous avez peut-être publié une fois un influenceur, sauf que vous tombez sur un mauvais moment, il y a une actualité, vous êtes
dans le flux d'actualité et votre information passe un peu à la trappe. Donc il ne faut pas du tout se concentrer sur un poste, une action. C'est quelque chose qui se vit sur le long terme. C'est au final un peu ce qu'on faisait avec les relations presse. Les relations presse, c'est quelque chose que les entreprises faisaient sur le long terme. Les influenceurs, c'est un peu la même chose. Avoir une deadline trop serrée. On n'appelle pas l'influenceur du jour au lendemain pour qu'il parle de vous. Nous, on travaille beaucoup dans la thématique voyage. Les gens sont bookés en moyenne à plus d'un an. Donc, c'est-à-dire qu'on voit des campagnes avec eux, il faut prévoir un an après. C'est des gens qui sont ultra demandés, surtout dans la thématique voyage. Les gens ont quasiment un an de prévu de voyage avec des offices du tourisme, avec des tours opérateurs, avec des actions. Donc, il y a des choses où on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Ou alors, c'est un peu comme si vous voulez un très bon graphiste très rapidement, ce sera peut-être un peu plus cher parce qu'ils vont faire jouer l'offre et la demande. Mais il va falloir il faut prévoir les choses. Alors, vouloir l'influenceur, parce que c'est celui que vous connaissez, c'est le pire des choix que vous pouvez faire. Il faut aller un peu plus loin que son spectre de connaissances, parce que si vous le connaissez, il y a des chances que les gens, qu'il n'aille pas plus loin que vos connaissances à vous, et en tout cas pas plus loin que votre cible. Il faut aller un tout petit peu plus loin pour trouver des gens un peu plus intéressants. Imposer son texte et ça créera l'influenceur. C'est pareil, l'influenceur a sa propre patte, sa propre produit. On a travaillé par exemple avec la marque Tolens, où la blogueuse avec qui on a travaillé a mis en place des ateliers pour la marque et a créé un ensemble de visuels pour promouvoir l'action qu'elle a mis en place avec la marque. C'est la blogueuse toute seule qui a pris les codes couleurs, qui a pris la production et qui l'a mis en place pour promouvoir la marque. La marque n'avait rien demandé, elle a juste créé ses propres contenus pour l'adapter à sa ligne éditoriale et l'adapter à son audience. L'influenceur sait de quoi il parle et sait parler à son audience, laissez-le faire. Voilà. Négliger le tarif. Il y a une rémunération, monétaire ou pas, mais en tout cas, il y a une relation qui va se mettre en place. Soit vous offrez un produit, soit vous payez. En tout cas, vous allez vouloir toucher une audience. Donc, il y a quand même une action publicitaire. Si on demande une action particulière, si on demande de mettre un lien vers une page dédiée, si on demande un article sous telle forme, il y aura une rémunération. Et ça, il ne faut pas la négliger. L'influenceur, pendant très longtemps, j'ai vu des gens acheter des encarts pub ou des 4x3 dans le métro. La plupart des gens, en tout cas, qui les achètent, les payent. On ne va pas voir la RATP leur disant « vous me prêtez un 4x3, ça ne marche pas comme ça ». Les influenceurs ont créé une audience. Cette audience, elle a malheureusement un coût, mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de moins dépenser ailleurs peut-être. Et enfin, ne pas définir les objectifs. On ne lance pas une campagne d'influence parce que c'est le terme à la mode et c'est le buzzword de 2017. On lance une campagne de marketing d'influence parce qu'on en a besoin et parce que ça correspond à notre cible. On a trop de clients qui arrivent à nous en disant « je veux faire du marketing d'influence ». Mais pourquoi, comment, avec quel budget? J'en ai entendu parler. Ce n'est pas forcément la solution. Il faut déjà être sûr que le marché est adapté, que vous allez trouver votre potentiel, que ça correspond à vos budgets. Je reçois des mails quasiment tous les jours de gens qui me disent « je veux faire du marketing d'influence ». Je ne sais pas combien ça va me coûter, je n'ai pas de ligne édito, j'ai pas de ligne budgétaire, j'ai monté ma boîte, je n'ai pas de ligne de communication. Il y a très peu de chances que les influenceurs vous reparlent de vous, à moins que vous ayez soit l'idée du siècle, soit le projet le plus convaincant du monde. Enfin, on nous parle alors, on est une agence, on fait du marketing, on a bien mis en place notre campagne et on nous parle de retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement, je donne un exemple par rapport à une étude qui a été mise en place. Pour 1 euro investi, les entreprises qui ont mis en place des stratégies de marketing d'influence gagnaient en retour sur investissement 6,50 $ pour 1 $ investi. C'est un chiffre, c'est un peu comme les moyennes, il y a du faux et du vrai à l'intérieur. Il y a des campagnes qui vont très bien marcher, d'autres qui vont moins bien marcher, et il y a des campagnes où le financier n'est pas l'objectif du client. Donc on va calculer un retour sur investissement, le coût par exemple d'un nombre de fans, essayer de trouver des coûts financiers, mais ça n'a pas de réelle valeur. C'est un exemple. C'est pour montrer, au final, ce chiffre-là montre qu'il y a une certaine réussite dans ce type de campagne-là. Qu'il y a un retour sur investissement, mais il faut bien le prendre en fonction des KPI qu'on a choisis. Si notre objectif, c'est de faire grandir notre base fan, on n'aura pas un nombre d'achats très important. Peut-être que ça va se faire sur du long terme. Si c'est un objectif SEO, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent tout de suite, c'est de faire remonter son site et d'augmenter sur les positions sur Google. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. À côté de ça, on parlait de rentabilité d'action. J'ai pas mal lu du coup pour préparer la conférence. Je donne un peu la réponse, mais en tout cas, est-ce qu'on connaît aujourd'hui une solution pour toucher 7 millions de personnes pour 20 000 euros? Ça fait un peu moins d'un dixième de la France connectée. Alors,
un peu plus si on cible s'il y a des gens à l'étranger qui suivent les pages. Sachez qu'un publi rédactionnel dans le Parisien, c'est 20 000 € pour 4 articles. Voilà. Un encart dans le Figaro, une publicité interne dans le magazine, c'est en moyenne 70 000 €. Voilà. Donc, en moyenne, donc ces différents sites solutions qui ont été utilisés, une publication, par exemple, sur la page d'Antoine Griezmann, c'est 20 000 €. Enfin, en termes de rentabilité, je ne suis pas sûr de trouver une action. Alors là, je parle de très grosse de population de notoriété, mais en termes d'investissement, de trouver quelque chose d'aussi rentable pour toucher autant de personnes en termes de volume. Donc imaginez pour un blogueur qui a 50 000 fans, pour un coût qui doit être de 300 à 400 € maximum, même aller un peu moins, on est à 200 €. Imaginez de trouver en termes de rentabilité et de volume d'audience quelque chose qui est aussi rentable que ça. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en trouver aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a parlé des retours sur investissement, quelques études de cas. Alors, je parle de gros groupes et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une action qu'on a mis en place pour Carrefour. Cette action-là était de choisir chez nous 3 blogueurs, 3 groupes de blogueurs, qu'on allait envoyer un week-end pour tester les services de Carrefour Voyage. Ce test a été fait sans rémunération des blogueurs, c'est-à-dire qu'on leur offrait le week-end à Disney. C'était un choix du client, on n'avait pas forcément les budgets. Donc on va calculer à la fin la dépense du client pour ce type d'action-là. Donc on a envoyé les blogueurs à Disney, on a généré un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux. En termes de volume sur les publications, on a touché à peu près 175 000 personnes. Je me suis arrêté au bout de 3 jours de publication. Donc les blogueurs sont partis le lundi, mardi, sont partis le samedi, j'ai fait samedi, dimanche, lundi. Les 175 000 personnes, on les a touchées en 3 jours. À partir de ça, on a eu 810 rédactions, 95 commentaires et 7000 clics. 7000 clics sur l'ensemble des publications qui ont été réalisées. Alors, le coût que ça a coûté à Carrefour, c'est le coût de l'agence. On a un coût de conseil, on a passé 3 jours à 690 €. Carrefour a offert 3 nuits à Disney. Enfin, 3 week-ends à Disney. C'est entre 600 et 800 €. Voilà. Ce que ça a coûté réellement à la marque, c'est 3 fois les nuits d'hôtel, donc 3 fois 600 € et 3 jours d'agence de conseil à 690 €. Donc c'est un budget d'à peu près 5 000 € au total sur cette action-là, avec la publicité Facebook. C'est bien moins cher que toutes les campagnes qu'ils peuvent mettre en place voilà, en termes de résultats, mais en termes de retour sur investissement. Deuxième avantage qu'on ne présente pas là, c'est que les articles ont été publiés sur les blogueurs. Aujourd'hui, ils mentionnent les services de Carrefour, ils sont présents sur les mots-clés sur Carrefour, ils veulent se positionner. Exemple, week-end à Disney, on retrouve un des couples de blogueurs qu'on a envoyés. Donc pour la marque, c'est un retour sur investissement qui va se faire sur du très long terme, en plus du retour immédiat sur les réseaux sociaux. Deuxième cas, on parle d'Assure People, qui est une marque qui avait un peu de mal à communiquer. C'est des clients pas très faciles à gérer. Quand on appelle Assure People, c'est qu'on a un peu des problèmes avec son assurance. On ne les appelle pas parce que tout va très bien et qu'on paye pas cher. On les appelle parce que plus personne ne veut nous assurer et qu'on sait que notre assurance voiture, elle va nous coûter au minimum 2 000 €. Donc ce n'est pas des clients faciles, ils sont très très pressés pour avoir une nouvelle assurance. Donc très dur de communiquer autour de la marque, très dur de communiquer sur des chiffres de l'assurance. On a travaillé avec la marque autour un peu de contenu branding et on a utilisé James Bond pour parler de l'assurance. On sait très bien tous que c'est un mauvais conducteur et on s'est dit si James Bond était un conducteur, quel serait son résultat en termes d'assurance? On a créé une infographie, voilà tous les médias qu'on parlait de nous, tous les médias pro, des médias perso, enfin des médias blog auto, qu'on parlait de la marque, des médias conso. L'avantage de ce contenu-là, c'est qu'il continue à vivre, il continue à être repris sur le long terme. La marque a dépensé pour ça 1 500 €. Voilà. Honnêtement, la seule dépense de la marque, c'est les 1 500 € qu'on a dépensé en création du contenu et en diffusion. Et enfin, le dernier contenu sur ce type d'action-là, qui était un contenu mis en place pour un site qui s'appelait Hotel Club, qui a été racheté depuis par le groupe Booking, qui était un site de réservation d'hôtels. Vous aviez un système de fidélité et vous étiez récompensé pour ça. Vous faisiez partie d'un club avec des prix promotionnels. La marque nous avait demandé de travailler pareil sur des contenus pour travailler sa notoriété. On a travaillé sur une infographie qui comparait. À l'époque, c'était la mode des comparaisons entre les grandes capitales européennes. Nous, on a comparé en France, Paris et Marseille. Sauf que la marque, on a produit ça, on est dans la mode. Quand est-ce qu'on le diffuse? La meilleure solution, on le diffuse le vendredi avant le Classico de football. Tout le monde en a parlé, tous les médias en ont parlé.
Ça a été repris. La marque a été citée dans tous les médias qui n'étaient pas des médias qu'elle pouvait toucher. On a été repris par RTL, par SoFoot, par Yahoo, par Metro News. Donc vous avez des exemples de sites web. La page de publicité, donc on parle de la marque et de la publicité du coup à peu près pendant 5 minutes sur RTL. Les 30 secondes de publicité sur RTL, c'est 3 000 € je crois. Donc voilà, en termes de résultats aussi, en termes de retour sur investissement et d'économie budgétaire pour la marque, d'être cité à 1 heure de grande écoute. RTL à 21 h un soir de match, c'est là où il y a la plus grosse écoute pour la communauté, enfin pour la marque. Donc on a été cité à 21 h, là où c'est le plus cher pour ce contenu qu'on a créé. Au final, la marque entièrement, on a fait quelques achats, quelques publicités, ça lui a coûté 3 500 €. Là, je vous parle de marques qui sont des leaders de leur marché, qui sont la plupart des entreprises internationales qui ont des énormes budgets. Et au final, nous, on arrive avec très peu d'argent à avoir des retours très intéressants. Voilà. Des questions pour Félix? Sur Internet. La question. Non, il y a différents outils pour ça. Nous, on a une équipe qui est en charge de faire de la veille. On a des outils pour le faire, des algos qui font de la veille et du crawl en permanence. À côté de ça, on fait une veille permanente avec nos équipes sur les secteurs d'activité. On va faire des recherches. Après, ça va dépendre du secteur d'activité, mais la recherche la plus simple, si tu tapes blog plus le secteur d'activité, tu vas avoir la liste des blogs de ton secteur d'activité. Et c'est comme ça que nous, on travaille à la base pour créer notre base de données. C'est qu'on a travaillé blog plus métier et on trouvait ce qu'on cherchait. Maintenant, on a des algos qui le font tout seuls, qui vont chercher les adresses mail des gens et qui nous permettent d'enrichir une base. Aujourd'hui, on a entre 1500 et 2000 personnes qui sont inscrits chez nous, de qui on a les adresses mail, les numéros de téléphone, les adresses de maison, à qui on peut envoyer des produits, avec qui on peut rentrer en contact rapidement. Alors l'influence, c'est aussi bien. Donc là, tu faisais référence à des marques importantes, hein, et pour une TPE et je dirais un marché plutôt territorial, ça s'adapte aussi. Je parlais de l'exemple de l'Atelier du Cap, qui est une société avec qui on travaille, qui est à la Pépinière, qui est une toute petite start-up, qui font des câbles personnalisés, j'en ai peut-être sur moi, où ils sont capables d'imprimer votre tête sur le bout du câble, ou alors d'imprimer, voilà, ils font de l'impression laser sur les câbles, c'est assez rigolo. On travaille avec les influenceurs. Aujourd'hui, en fait, on va produire des câbles personnalisés pour les influenceurs, on va leur envoyer ces câbles-là, il n'y a pas de rémunération derrière, on leur envoie des cadeaux et on va voir comment ça prend. Donc, ce n'est pas un très gros investissement pour la marque de produire des câbles, c'est du temps, un peu de matière première, du conseil parce que nous, on leur donne accès à la base de données, on leur fait gagner du temps parce que c'est nous qui allons nous occuper de ça, mais c'est accessible. Nous, on vend du conseil, on vend à l'heure. Il y a beaucoup d'agences, vous allez voir sur le marché, qui fonctionnent via un système que je trouve pas très transparent. C'est-à-dire que les agences vont vous vendre, le blogueur va vous dire, bah, moi je veux bien parler de vous, je vais vous faire un pack et je vais vous le vendre 300 €. Et la marque dit, bah, moi sur ces 300 €, je vous rajoute ma commission qui est de 15-20%. Sauf que j'en suis sûr et certain que l'article, on peut le négocier à 250, voire 200. Donc il est plus, enfin, nous, on le conçoit, hein, certains ne sont pas d'accord avec nous, quand on travaille avec une agence, en tout cas d'avoir du conseil, c'est quelque chose qu'on sait qui est fixe tous les mois. Et à côté, on va donner un budget de rémunération des influenceurs. Parce que si l'article, on pouvait l'avoir à 300 €, on a le cas, hein, même on fait des achats sur des très gros médias, presse, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais en tout cas on le dit, qui sont des très grands médias connus, avec des prix qui sont autour de 1500 €. On les a déjà négociés à 750. Donc au final, si nous, on est à la commission, si moi je prends 15%, 20%, je ne vais pas le négocier à 750, je vais le laisser à 1000. Donc je préfère vendre du conseil pour avoir quelque chose de vraiment réglo. Et les entreprises savent, voilà, on a le premier budget à 690 €. Et là, on travaille même sur un forfait startup qui est un forfait sur 3 mois à 990 € par mois, qui associe les RP et les relations blogueurs. Donc, voilà. C'est vraiment la démonstration d'effets de levier, hein, qui peuvent être mis en
en situation sur les médias. Donc ça, c'est vraiment utile. Okay. Pas d'autres questions ? Donc je donne la parole à Julien Le Goff qui lui va vous parler de son vécu personnel, qui est une jeune entreprise qui a un peu plus d'1 an, qui a été accompagnée par la Chambre de commerce, qui est installée sur le Val d'Europe, qui a une activité, comme je disais tout à l'heure, de location, de maintenance et de vente de véhicules électriques, et qui est assez agile là, avec l'exploitation et l'utilisation de ces différents outils. Et donc, Julien, si tu peux nous présenter ton activité, ce qui t'a motivé déjà à t'engager sur ce business-là, et puis surtout l'expérience que tu as et l'impact que ça a pu avoir sur le développement de ton activité, qui aujourd'hui se porte bien. Ouais, très bien. Voilà. Tac. Bonjour tout le monde. Tac. Avant de commencer, je vais faire juste un petit truc que j'ai bien l'habitude de faire en ce moment. Tac. Un petit partage. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça permet à ma communauté de savoir où je suis, ce que je fais et puis de prendre du plaisir avec moi. Donc moi je suis Julien, j'ai monté ce petit magasin de vélo il y a un peu moins d'1 an, ouais, même il y a 1 année. Et il y a 1 an, je faisais vraiment pas le malin. Parce que j'étais en train de faire mes travaux, je faisais des petites photos aussi, comme d'hab, de quand je faisais de la peinture, des premiers vélos que j'ai reçus et du premier casque que j'ai mis sur ma tête en le déballant du carton. Et je me disais, putain, j'espère que le jour où on va ouvrir, il va y avoir au moins un mec qui va venir me voir, quoi. Parce que sinon, c'est l'horreur. C'est toute cette peinture, tous ces trucs, ça va servir à rien, quoi. Et puis donc, pour ça, j'ai utilisé les réseaux sociaux, on le disait tout à l'heure, Facebook, Instagram, tout ça. Et puis je partageais. Ça a duré 2 mois. Et puis le 1er juillet, on a ouvert. Et à 9h, avant que j'arrive, il y avait déjà des gens qui attendaient. Je me suis dit, c'est génial ce truc, quoi. Et ça m'avait pas coûté 1 rond, quoi. Rien, pas 1 centime. Putain. Bon. Et puis dans mon budget com, sur la première année, je m'étais fixé 5 000 €, quoi. J'avais fait mon petit business model, je m'étais dit, bon, j'ai réussi à attirer des gens à vendre un vélo le premier jour sans avoir dépensé 1 rond. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, quoi? 5 000 balles, putain, c'est génial, quoi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lancer des petites cannes à pêche. Alors on a mis un petit peu d'AdWords sur Google. On a essayé de mettre un petit peu d'argent sur Facebook, un petit peu d'argent sur Instagram. On a fait un petit peu de mailing, on a envoyé quelques SMS. Les 2 premiers mois, on a essayé simplement de voir ce qui fonctionnait. Et puis surtout de s'adresser aux bonnes personnes, au bon moment et de la bonne manière. Et puis je me suis rendu compte que mes clients, finalement, tous ceux qui m'achetaient réellement des vélos sur les 2 premiers mois, ils avaient 40, 50 ans. C'était des CSP+, c'était des hommes, des femmes, c'était assez varié. Puis je me suis dit, plutôt que de balancer des cannes à pêche à droite à gauche sans savoir exactement ce que je fais, je vais essayer de cibler ces gens-là, et uniquement ceux-là. Et là, c'est devenu vraiment intéressant parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'investissais un tout petit peu, la semaine suivante, je vendais 5, 6, 10 vélos. Et c'est fou parce qu'à l'origine, on voulait vendre sur l'année complète 40 vélos. Et en fait, avec un budget com de 5 000 €, on a réussi là en moins d'un an, à vendre près de 400 vélos. Donc c'est 10 fois plus que ce qu'on avait espéré. C'est juste... franchement, c'est dingue, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que mettre de l'argent sur Facebook ou sur Internet, c'était bien. Mais nous, ce qui marche le mieux, et je reprends un petit peu ce que Félix exprimait il y a 2 petites minutes, c'est l'influence, en fait. Typiquement, dans notre budget com, on offre des vélos. Alors, on ne va pas les offrir à n'importe qui, on ne va pas les offrir n'importe comment. Le but, c'est pas de faire une tombola et puis d'essayer de gagner des ronds comme ça. En fait, on fonctionne avec des grosses entreprises, nous. L'idée, c'est d'offrir nos services ou d'offrir des vélos pour des tombolas ou pour des séminaires, des choses comme ça. Là, je prends l'exemple, par exemple, de Disney. Disney nous demande d'être partenaire du semi-marathon de Disney. Donc, c'est quand même 120 000 personnes qui vont être présentes sur 2 jours. Pour une petite PME comme la mienne, je me dis, ça peut être intéressant. Alors, avoir un stand dans un marathon comme celui-ci, ça coûte 15 000 € la journée. C'est très cher. C'est beaucoup plus que mon budget com. Et moi, ce que je leur ai proposé, c'est, je ne paye pas le stand, vous me donnez cette visibilité sur 3 jours, et moi, je vous prête 30 vélos, gratuitement, pendant 1 semaine, pour que vous puissiez aller installer vos petites affiches, pour que vous puissiez filmer les gars qui courent, pour que vous puissiez faire l'assistance, pour que vous puissiez les filmer pendant qu'il y aura la course. Et ils ont accepté. Et ça veut dire que là, pendant 3 jours,
on va toucher énormément de personnes pour quelque chose qui me coûte absolument rien, zéro. Là, j'ai fait une petite photo tout à l'heure en arrivant. Tac, je vais la publier là en sortant tout à l'heure sur mes médias sociaux. Et en fait, simplement sur Facebook, parce que je me suis rendu compte que mes clients, ben moi, ils étaient plutôt sur Facebook. Et Facebook, c'est bien parce que je peux choisir la zone. Donc, je peux choisir qui je contacte. Est-ce que je contacte des hommes? Est-ce que je contacte des femmes? Est-ce que je contacte des gens qui ont 15 ans ou plutôt des gens qui ont 50, 60 ans? Est-ce que finalement, je m'adresse à ma cible ou est-ce que je fais un peu tout et n'importe quoi? Et en fait, chaque petite publication, on met 5 €, 10 €, simplement pour s'adresser à la bonne cible. Et on s'en rend compte. En fait, en magasin, les gens nous disent « Ah putain, j'ai vu, t'as fait la course l'autre jour à tel endroit. Ah, j'ai vu que t'as fait une petite présentation à la CCI pour les mois du numérique. » Et c'est des petites anecdotes, c'est super sympa. Ça permet, de toucher à chaque fois un petit peu plus de monde sans forcément mettre des méga promotions avec des vélos, des trucs, des machins, avec moins 10% sur le vélo, moins 10%. Ça, tout le monde s'en fout en fait. C'est ce qu'expliquait Julien tout à l'heure. On en a marre, on en a tous ras-le-bol de voir des pubs. Et au moment où j'ai monté cette petite boîte, je regardais comment mes concurrents communiquaient et je me suis dit mais c'est complètement naze quoi. Et nous, ce qu'on va leur apporter, c'est du plaisir en fait à nos clients. C'est pas de l'information, parce que l'information, ils la retrouvent sur nos sites internet, ils la trouvent sur le site internet de mes fournisseurs. Nous, on leur amène un petit moment de bonheur. On essaie de le faire une fois ou deux par jour, un petit truc, une petite blague, un petit machin. On en parlait avec Jacques hier. Il y a un truc tout bête qu'on a fait il y a une semaine. On a une mezzanine à l'étage, donc au local, au magasin, et puis j'ai pris un vélo et mon frangin m'a filmé. J'ai pris un vélo et je suis descendu et je me suis pété la gueule. Je me suis pas fait mal, mais en fait ça a buzzé énormément. On a eu près de 60 000 vues sur ce truc, quoi. Ça m'a rien coûté, enfin, une petite égratignure, mais je veux dire, c'est des petites choses toutes simples qu'on arrive à faire. Franchement, il n'y a pas besoin d'être un expert du numérique pour arriver à faire toutes ces petites choses. Il faut être ouvert, se faire plaisir, essayer de faire plaisir aux autres et faire quelque chose qui nous ressemble. Et je pense qu'à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous ressemble, et ce que Julien disait tout à l'heure, les clients qui vous ressemblent et ceux qui sont dans les mêmes états d'esprit que vous viendront automatiquement. Donc je crois qu'il faut choisir la simplicité, essayer d'être le plus franc et le plus honnête avec vos clients, d'être le plus transparent, c'est ce qui ressortait aussi tout à l'heure. Et en fait ça marche énormément. Et notre budget com de 5 000 €, en fait on l'a même pas atteint cette année. On n'a même pas atteint notre budget com de 5 000 € et on a fait plus d'1,5 million, plus d'1,2 million de chiffre d'affaires. Et c'est juste fou, quoi. Donc ça a bien fonctionné. Et voilà, si je peux donner un petit conseil hyper basique, c'est soyez simple, tapez pas, ce qu'expliquait Julien, tapez pas sur tous les médias, tapez pas à droite, à gauche, essayez de sélectionner celui qui est le plus proche de vos clients. Alors ça peut être LinkedIn, on le disait tout à l'heure, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être Snapchat, il y en a énormément. Ça peut être uniquement Google My Business, ça peut être plein de choses, mais essayez de sélectionner au moins un qui fonctionne bien. Et par contre, essayez d'être régulier, essayez d'y aller tous les jours, une fois, deux fois, 3 fois par jour. Essayez d'être vraiment le plus assidu possible, le plus transparent. Et à un moment, votre com elle va vous ressembler. Parce que vous n'allez pas mentir à vos clients. Vous allez être vous-même. Vous allez faire des petits trucs tout simples. Alors, ça peut être une vidéo, une photo, ça peut être partager une musique, partager une news, n'importe quoi. Il faut essayer d'être le plus personnel possible, vraiment le plus proche de vos clients, d'être vous. Et puis ça va marcher en fait, c'est sûr. Donc ça marche, à mon avis, c'est certainement beaucoup plus structuré dans des grosses entreprises. Nous, on s'est donné une ligne de conduite, c'est de ne jamais afficher de prix ou de choses comme ça. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Julien, il faut se donner un cap, un objectif, une sorte de ligne rouge, de fil rouge. Nous, l'idée, c'est de faire rire les gens, c'est de leur donner un petit peu de bonheur une fois ou 2 fois par jour. Et en fait, ça suffit à les faire venir, revenir et en parler, quoi. Voilà, tout simplement. Ta communauté aujourd'hui, c'est combien de membres? C'est très peu en fait, c'est très peu. Alors elle s'étoffe, mais... 68 vues, c'est nécessairement... Ouais, et pour autant, rien que sur notre page Facebook, on a très peu de vues, on doit avoir 1500, peut-être 2000 fans, même pas. Mais ça suffit largement pour développer notre business. Parce qu'encore une fois, le but pour moi, c'est pas d'avoir 50 000 likes sur ma page, c'est d'avoir mes clients, mes vrais clients, mes clients potentiels. Pas d'avoir des gars de 14 ans, pas d'avoir des gens qui s'intéressent à la voiture et pas au vélo. Tous mes clients s'intéressent au vélo, à notre manière de voir le déplacement urbain, et c'est des gens qui nous ressemblent. Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on publie quelque chose, c'est bien relié. Et je pense qu'avec 1000, la preuve en est, c'est qu'avec seulement 1000 ou 1500, c'est pas tout à fait à jour, mais seulement avec 1000, 1500 peut-être likes sur la page, on arrive à avoir 50, 60 000 vues sur des petites vidéos toutes basiques, quoi.
Et c'est juste gratuit et trop simple. Il n'y a pas eu, vous voyez, de mois d'études qui ont d'études marketing pour initier l'activité de Bobby Clou. Donc tu t'es jeté directement dans le sujet avec l'environnement, les outils actuels, quoi. Ouais, Pas vraiment. En fait, on a d'abord étudié nos concurrents. Oui. On a d'abord Mais c'est ce qui a été, voilà. ce qui a été partagé. Essayer de comprendre comment ils fonctionnaient et se différencier. Et de cibler. Ouais, c'est ça. Ok. Et maintenant, comment tu vois les choses évoluer d'ici à 2 à 5 ans, par exemple, puisque là, tu as fait une première démonstration qui est quand même assez exceptionnelle. En un an d'activité, faire 10 fois ce que tu avais prévu. Bon, C'est peut-être un peu la chance. c'est superbe. Mais maintenant, tu vois les choses. Tu vas te diriger comment pour accompagner le développement de Bobby Clou? 2018, Bobby Clou s'adresse aux entreprises et aux collectivités. Donc du coup, on va devoir changer nos offres. Donc on gardera les offres pour les particuliers, on gardera 1 ou 2 magasins là sur le secteur. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller toucher les entreprises parce qu'il y a une grosse mutation qui est en train de se faire dans la mobilité. Et il ne va pas falloir se louper. Et pour ne pas se louper, on va utiliser d'autres médias. On en parlait tout à l'heure avec LinkedIn. Bah ça, c'est tip top. Je ne vais pas communiquer sur Facebook de la même manière avec les professionnels, les collectivités et puis les particuliers. Faire rire les entreprises, franchement, ça, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Le gars qui va faire des recherches pour pouvoir équiper sa flotte, ou en tout cas son entreprise, une flotte de vélos, il n'en a absolument rien à faire de voir un mec descendre les marches et se péter la gueule en bas. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir quelque chose de simple, clé en main. Il veut pouvoir comprendre les choses tout de suite et il y a des médias pour ça. Donc on va utiliser les bons médias, on va créer un deuxième site internet qui sera dédié uniquement aux entreprises et aux collectivités avec des plateformes de réservation en ligne, des essais, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, les pros. L'objectif de RSE aujourd'hui qui s'impose aux entreprises. Ouais, c'est ça. Je le disais, il y a énormément de mutations et il y a des choses qui sont mises en place par le gouvernement et par l'Union européenne, des choses qui visent à obligatoirement changer. Et simplement, il va falloir pouvoir présenter des offres et des services adaptés à ça pour pouvoir répondre tout de suite à cette demande pour l'instant, on ne connaît pas réellement, ou en tout cas, on a du mal à mesurer. Et pour pouvoir médiatiser un petit peu tout ça, je pense que le web, c'est le meilleur de nos alliés, quoi. Tes clients, tu parles de 400 vélos. Ouais. Le rayon d'intervention de tes clients. C'est tout petit en fait. C'est très local. En grosso modo, on a vendu des vélos sur le secteur du Val d'Europe, sur le nord du 94 et sur le nord de Paris. Donc en fait, c'est tout petit et on se rend compte que si ce même budget, on l'utilise dans d'autres départements ou simplement dans d'autres petites régions, on va pouvoir faire de grandes choses, quoi. Et non, c'est rigolo parce qu'on se dit que finalement, avec des petits moyens, des bonnes idées, on arrive à faire plein de choses. Et dans ces 400 clients, on en a d'autres. On n'a pas forcément vendu que des vélos, on vend des casques, on vend plein de choses. À chaque fois, on récupère un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, les adresses mail, les numéros de téléphone. Et ça nous permet, quand on fait des événements ou quand on a une promotion particulière, de faire du mailing, de faire du SMS. Et ça, c'est pareil, ça coûte absolument rien ou très peu, quoi. Et ça permet de cibler vraiment vos clients et de fidéliser aussi. C'est super important. Toucher un client, ça coûte en principe assez cher. Le fidéliser, c'est aussi quelque chose qui est très onéreux. Et en fait, avec les médias qu'on a maintenant, et je le dis, franchement, un appareil photo, même pas un téléphone et une tablette, on arrive à faire des trucs magiques, quoi. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses dépenses. Je pense qu'il faut se donner une bonne ligne de conduite, s'y tenir et être le plus transparent possible avec sa communauté, quoi. Merci Julien. Des questions à Julien? Donc, ah oui, on peut le féliciter. Hein. Bravo. Bravo. Donc, pour conclure notre petite soirée, je voudrais présenter Jacques Tech, qui est notre conseiller numérique, comme l'exposait le président tout à l'heure, qui a été recruté, qui est arrivé le 6 mars, et avec qui on a d'ailleurs mis en perspective ce mois du numérique. Il a beaucoup travaillé avec Corinne d'Oliveira sur ce dossier. Voilà, donc Jacques, si tu peux te présenter tes missions. Bon, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présent sur ce mois du numérique. Vous savez que faire une prestation après celle de mes prédécesseurs, c'est pas évident. Je vais essayer en plus de faire plus court. En fait, mes actions, ça va être en tant que conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne,
ce qui m'a séduit, c'est vraiment d'aller aider les entreprises, apporter mon expertise dans le numérique, dans le digital, parce que j'y travaille depuis 16 ans. Et en fait, sur ces actions, ça va être d'accompagner l'entreprise, donc aller les rencontrer, échanger avec les dirigeants et faire un diagnostic numérique, donc un état des lieux du numérique de l'entreprise, comment elle utilise le numérique ou pas, et identifier les leviers qui puissent en tout cas permettre aux dirigeants ou à l'entreprise d'améliorer voilà, ses processus d'échange, d'optimiser en tout cas sa façon de travailler et d'être plus efficace. Voilà, ça c'est vraiment mes actions on va dire quotidiennes. Après, suite à cette rencontre, je vais proposer des recommandations, voilà, des recommandations, des points d'amélioration grâce à différents leviers que j'aurais pu identifier suite à cet échange. Voilà, moi, ce qui est vraiment important, c'est voilà, en tout cas, encore une fois, d'aller à la rencontre, d'écouter le chef d'entreprise, de m'imprégner de son activité, de son histoire et d'essayer, voilà, en toute humilité, voilà, essayer de lui apporter une solution, un petit levier, mais en tout cas qui va lui permettre de rentrer voilà, dans cette démarche de transition numérique dont on parle depuis un moment. Voilà. Donc on y est et c'est vrai que ça se concrétise par ma présence à la Chambre de commerce. Donc voilà. En parallèle de ça, donc j'ai travaillé avec Corinne et Bertrand, donc je remercie sur le montage de cet événement-là, le mois du numérique. Et en fait, toutes ces actions, voilà, il y aura d'autres actions, mais toutes ces actions sont sous la marque qu'on appelle les digiteurs, donc déclinées dans les autres chambres également. En fait, les digiteurs, moi, voilà, comment je traduirais, c'est vraiment la réponse numérique digitale des chambres de commerce par rapport à cet enjeu pour les TPE et PME. Et je vais finir par une petite vidéo qui va vous résumer voilà, les actions des digiteurs et mes actions également, donc voilà, par cette petite vidéo. Merci Jacques. Donc, pour rappeler, vous avez deux autres rendez-vous, hein, le 22 juin au matin sur le Big Data et ce en quoi le Big Data peut utilement servir les TPE-PME aujourd'hui, hein, puisque on a des données en accès libre. Hein. Donc c'est un vrai sujet. Donc ça c'est le 22 juin au matin. Et ensuite, deuxième sujet qui est le cloud. Donc le 28 juin au matin. Hein. Donc ça c'est les deux prochains rendez-vous dans le cadre du mois du numérique. Et donc dans les mois à venir, on aura l'occasion de vous présenter des premières applications de démonstrateurs, hein, où là on accueillera pendant une quinzaine de jours des démonstrateurs hein, qui vont vous permettre d'aller tester des usages. Hein. Le premier démonstrateur qui doit être mis en place, ça doit être dans la fonction marketing, hein, donc qui sera installé dans le courant de l'année, hein, qui viendra s'installer ici pendant une quinzaine de jours. Et autour de ces démonstrateurs, on aura aussi des animations, des ateliers hein, pour vous accompagner hein, sur l'intégration numérique dans chacun des domaines de l'entreprise. Voilà, c'est ce qui est envisagé. Donc il me reste à vous remercier pour cette soirée et remercier les intervenants qui ouvrent les voies. Hein. Donc merci encore pour votre participation. Et puis il y a un petit pot qui est prévu. Hein. Et pour ceux qui sont concernés, hein, de répondre d'ores et déjà à l'appel à projet des digiteurs. Hein. On a au moins un projet que j'ai croisé tout à l'heure hein, qui peut l'appel à projet des challenges numériques, hein, autant pour moi. Puisque maintenant, on a encore notre challenge numérique en Seine-et-Marne, indépendamment hein, des challenges régionaux. Voilà, merci à tous.